Alors, je vous propose qu'on passe à présent à notre sujet du jour. Et ce matin, comme je vous le disais tout à l'heure, on va parler d'infertilité masculine. Alors, quelques chiffres d'abord. En France, autour de 20% des couples n'arrivent pas en fait à concevoir d'enfants après un an quand même de tentative. Et dans environ un tiers des cas, eh bien, l'infertilité masculine est justement à l'origine du problème. On a l'impression pourtant qu'on n'en parle pas beaucoup de cette infertilité masculine, que c'est tabou, alors que celle des femmes, on en parle plus volontiers. Oui, on en parle, c'est vrai, depuis plus longtemps. Il n'y a pas si longtemps, on n'interrogeait même pas monsieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'occupait, c'était la faute de la femme, effectivement. Alors, quand même, les chiffres évoluent tout doucement. La question qu'on a posée à nos maternautes, c'est le principe de l'émission, c'est est-ce que l'infertilité masculine, je voulais grouper les deux, est-elle toujours tabou? Oui, à 61% et non à 39%. Alors, on va pouvoir entrer dans le détail. Vincent, est-ce que l'infertilité, c'est une question qui vous, à un moment donné, quand vous étiez jeune homme, vous êtes posé cette question ou pas? Non, moi je me la suis pas posée. Après, je comprends qu'elle soit taboue. Je pense que beaucoup de gens font un peu l'amalgame entre infertilité et impuissance, virilité. Et ben oui. Et la virilité. Bien sûr, ça touche tout de suite à la virilité, à la puissance, donc c'est pas évident d'en parler. Et le fait est, en tout cas, il n'y a évidemment aucun lien, mais ça, on le dit après coup, mais il semblerait que les hommes, une fois qu'ils sont engagés là-dedans, ou qu'on met en cause effectivement derrière l'examen du spermatogramme l'état de leur spermatozoïde, il y ait vraiment une défection érectile. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment a priori des difficultés pour avoir des relations avec leurs femmes, tellement ils sont impactés par les couilles, quoi. Exactement. Ça les castre. Ça les castre. Alors, et en même temps, maintenant vous le savez qu'on est au maternel, effectivement il y a quand même des perturbateurs endocriniens dont on parle. La presse, elle nous le rappelle sans arrêt. Il y a eu une baisse de la concentration des spermatozoïdes de 32% entre 1989 et 2005. Mais c'est énorme. C'est complètement fou. Là, c'est tombé récemment, là. C'est tombé. Alors donc, les pesticides, les écrans que nos petits garçons se mettent... vive le slip, vive les slips efficaces. Vous savez les deux régions qui sont a priori particulièrement touchées par rapport à ces perturbateurs endocriniens? Bretagne. Pourquoi Bretagne? Pas Bretagne, c'était une bonne idée. C'est l'Aquitaine et les Midi-Pyrénées. Et pourquoi? À cause des pesticides, probablement sur les vignes en particulier. Et ça aussi, alors je me tourne vers vous, est-ce que vous avez le sentiment que les hommes sont suffisamment informés finalement autour de ces questions de risque finalement pour les spermatozoïdes? Moi je pense qu'on est dans une période de changement. Pendant très très longtemps, comme vous l'avez dit, l'infertilité c'était un problème de femme. D'ailleurs, on consulte en gynécologie. C'était un problème féminin et c'est quand même pas évident pour les hommes de trouver leur place là-dedans. Après, il est vrai que petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait des soucis dans l'environnement, sans doute, si je comprends bien, des études, et on en parle très peu, et entre autres parce c'est des études, je crois, assez fragiles, en tout cas c'est ce que j'entends, on n'est pas trop sûr, et l'histoire des perturbateurs endocriniens, il se trouve, moi je connais ce sujet un peu par ailleurs, c'est très compliqué parce qu'on passe aussi, alors vous devez développer sur le fait que c'est plus la dose qui fait le poison, et c'est peut-être des toutes petites doses qui sont plus, ou combinées avec d'autres, des effets cocktails et tout ça, et là on est, je pense, à l'aube de plein de découvertes, mais c'est vrai que je dis à mes garçons de ne pas mettre leur téléphone portable dans leur poche. Et ben voilà. Vous suivez les conseils. Et alors, Julia le disait, on va essayer d'être sur l'angle de la psycho. Honnêtement, est-ce que les hommes viennent vous consulter? Parce que c'est tellement tabou, ce que disait Julia, c'est-à-dire qu'il y a un écran de silence quand même chez ces hommes qui craignent pour leur virilité. Est-ce qu'honnêtement, ils pensent à venir vous voir? Alors, je pense que c'est difficile pour les hommes et pour les femmes de venir consulter une psychologue en ANP. Et de plus en plus d'hommes viennent consulter. Avant, c'était souvent les femmes qui leur disaient « tu sais, tu devrais, tu pourrais », etc. Là, j'ai des messieurs qui viennent parce qu'ils ont besoin de parler de ce qui leur arrive, parce qu'ils ont besoin de comprendre ce qui leur arrive. Ils ont besoin aussi de faire cette dissociation entre virilité et capacité procréative. Enfin, tous ces sujets-là. Il y en a aussi qui viennent parce qu'ils sont très très inquiets de ce que devient
compagne ou épouse. Et quand vous parlez des capacités procréatives, enfin la sexualité qui s'en trouve affectée, il y a peut-être une dimension psychologique mais propre à l'homme. Mais je reçois aussi des messieurs qui me disent mais je supporte plus ma compagne, elle compte les jours, elle a son test d'ovulation. Enfin on est, ça devient, c'est une prescription médicale. On fait enfin voilà, on a des rapports ordonnances. Exactement. Et ça, quelque part, ça rend un peu plus compliqué. C'est pas que psychologique, ça couvre vraiment des charme. Et nous, les hommes, on a besoin de charme et de tendresse. Ouais, mais ces parcours d'AMP sont très compliqués. Je veux dire, pour les hommes, pour les femmes et pour le couple. D'ailleurs, il y a parfois des séparations. Alors, il faut quand même dire, c'est un des lieux les plus étonnants de la médecine pour ça, où la difficulté de l'un conduit au traitement de l'autre. Oui. Et la culpabilité, c'est rare quand on a un problème que pour ce soit l'homme infertile de voir sa compagne subir, parce qu'on peut utiliser le mot subir, je pense, des traitements lourds, invasifs. Et ceux qui n'iront pas en consultation, parce qu'ils n'oseront pas y aller, forcément, c'est aussi, on peut le dire, il y a un site super bien fait qui s'appelle l'AMP Ma Femme et Moi, où on a des témoignages d'hommes, justement, qui expliquent un peu tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils traversent, pour ceux qui encore n'osent pas ouvrir la porte. Des partages d'expérience. Et ils sont nombreux. Et ils sont très nombreux, et de plus en plus. Bon, eh bien, voilà, on a envie d'aller rejoindre nos deux témoins ici présents. Ils sont là. Ils s'appellent Jean-François et Nicolas. Nous arrivons, messieurs. Quant à vous, n'hésitez pas à réagir sur Twitter via le hashtag des maternelles. Oui, j'ai du mal à dire Twitter. Bon, merci beaucoup Sylvie Ohaillon d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle la sortie de votre livre, L'une contre l'autre, aux éditions Robert Laffont. Anne, Nathalie, on va rejoindre nos témoins et vous, on vous retrouve tout à l'heure. Bonjour Jean-François, bienvenue à vous sur le plateau des maternelles. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors vous habitez à Lille et vous essayez d'avoir un enfant grâce à l'assistance médicale à la procréation et vous éprouvez une grande culpabilité par rapport à votre infertilité, mais en même temps vous restez optimiste. Merci beaucoup de nous apporter votre témoignage ce matin. Bonjour Nicolas, bienvenue à vous également. Alors vous habitez Marseille et vous êtes le papa d'Alessio qui a 2 ans et demi et vous attendez actuellement un 2e enfant. Félicitations à vous et à votre femme. Et pour devenir papa, il vous a fallu un petit coup de pouce, comme on dit, de la science, car vous avez découvert il y a quelques années que vous étiez infertile. La première question que je voulais vous poser, c'est racontez-nous un petit peu justement ces mois d'essai infructueux, dans quel état d'esprit vous étiez? Alors la première fois où nous avons décidé de faire un spermogramme, le spermogramme est le test pour connaître la fertilité et la teneur et la quantité des spermatozoïdes chez l'homme. La première fois où nous avons décidé avec mon épouse donc de faire un spermogramme, c'est suite à une première grossesse qui malheureusement s'est mal passée et où pendant un certain temps, pendant 1 an ou 2 ans, nous avons essayé d'avoir un enfant par une manière tout ce qu'il y a de plus naturel. Ça ne fonctionnait pas. Ah oui. Et à un moment, mon épouse qui est infirmière m'a dit bon bah écoute, lance-toi, on va faire un spermogramme et on verra bien ce qui se passe. Et donc on a fait cet examen, on a attendu assez longtemps les résultats. Ouais. Et lorsque les résultats sont tombés, là ça a été la douche froide. Comment vous avez vécu cet examen, spermogramme? Vous étiez vous dans quel état d'esprit quand quand le spermogramme en lui-même est plutôt agréable, puisque c'est... oui, on voit à peu près de quoi il s'agit. On voit à peu près de quoi il s'agit. Et l'attente des résultats sans être forcément anxieux, sans être forcément inquiet de quoi que ce soit. On attend un résultat comme une prise de sang pour faire un test pour n'importe quoi. Et... Donc il n'y avait pas une angoisse particulière jusqu'à l'examen. L'examen lui-même, on a compris que c'était pas angoissant. Mais c'est après. Racontez-nous ce que vous avez ressenti. C'est l'ouverture de l'enveloppe. Ouais. L'ouverture de l'enveloppe, c'est pas moi qui l'ai ouverte en fait, c'est mon épouse. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais je crois que oui, qui est infirmière. Et lorsqu'elle a ouvert l'enveloppe et qu'elle a lu les résultats, qu'elle a compris de suite comment ça se passait et comment on pouvait interpréter les résultats avec des termes difficiles, avec des termes médicaux très lourds. Elle a dit quoi elle a dit oh là là, Oh mince. Oh là là. Mais, des onomatopées. Vous étiez là encore. Et j'étais là en train d'avoir peur un petit peu parce que je regardais plus mon épouse plutôt que le résultat mais elle a eu cette interprétation très médicale. Elle n'a pas eu une interprétation affective. Au contraire, elle a lu le résultat dans un esprit d'avancée. Donc, elle l'a découvert en même temps que moi. Donc, elle vous a quand même, par ses onomatopées, exprimé que c'était compliqué. Vous avez compris? C'était plutôt casse-pied. Que c'était casse-pied. C'était plutôt casse-pied avec des asténospermies, des nécrospermies. Des noms plus difficiles les uns que les autres. Et elle est restée optimiste ou pas Et à la suite donc de la lecture de ce résultat, elle m'a tout de suite dit allez, on ferme l'enveloppe et on y va. Wow. Voilà.
Positive. Mais vous avez, on parlait tout à l'heure en préambule de l'émission, vous savez, de cette association parfois malheureuse qu'on fait entre puissance sexuelle, justement, et virilité et infertilité. Est-ce que vous avez eu cette peur panique, par exemple, de plus être un homme en vrai, comme on dit? Ouais. Pardon, mais de pas être un homme, de se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis un garçon, j'ai 38 ans, je suis marseillais, j'ai toutes les qualités physiques pour être un bon papa, et pourtant, j'y arrive pas. Ouais. Donc, c'est toute la psychologie masculine, en fait, qui entre en jeu, et c'est le choc de se dire, bon, ben... 1, j'aurai pas de descendance. De 2, je suis peut-être un mauvais mari. De 3, peut-être j'ai pas fait quelque chose comme il fallait, ou j'ai manqué une étape dans ma jeunesse, ou alors tout se passe dans la tête. Et je vais pas pouvoir donner un enfant à ma femme. Et tout s'écroule, et je vais pas pouvoir donner un enfant à mon épouse. Et ça, c'est vraiment dur. Ouais. C'est vraiment dur. Anne, qu'est-ce qui se joue? Donc, en dehors de l'aspect virilité, on ne va pas revenir dessus. Je crois que Nicolas dit bien les choses, j'ai le sentiment. Tout à fait. Ah ben là, il y a eu tellement de choses dans ce que vous venez de dire. Ouais. Est-ce que je suis encore un homme? D'accord. Voilà, l'identité. Qui suis-je? Est-ce que, parce que, voilà, il y a cette difficulté, je suis encore un homme. Ça veut dire quoi, être un homme? Voilà, ça envoie un peu à ça. Ma femme, est-ce que je suis encore digne de ma femme? Être marseillais, alors on ne va pas revenir sur la virilité, mais je sens un lien fort, malgré tout. Mais cette idée de se situer dans la chaîne des générations, est-ce que, et du coup évidemment, c'est par rapport à ses parents, par rapport à son enfance, qu'est-ce que j'ai fait dans ma jeunesse? Enfin, et là, je vais interrompre une lignée, peut-être aussi. Voilà, toutes ces résonances-là qui viennent d'un coup. Et je pense, cette enveloppe, parce que vous insistez sur l'ouverture de l'enveloppe, avec ces mots qui sont à la fois si étranges, asténospermie, nécrospermie, et en même temps, derrière, on imagine tout de suite des tas de choses un peu monstrueuses, un peu horribles. Enfin, c'est facile de partir. Je pense que tout le monde pense à... Oui, mais on va se demander qu'est-ce qui est nécro, qu'est-ce qui est asténo, qu'est-ce qui est micro, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est une partie de moi, est-ce que c'est mon histoire, est-ce que c'est mon identité? Après, on va dire, ah, mais il y a les spermatozoïdes qui sont paresseux, ils sont ceci, ils sont cela. Qui est paresseux? Oui, on peut faire l'amalgame. Exactement. Qui? Donc, sous prétexte qu'il y a une difficulté là, qui est affecté? Est-ce que c'est... Ben voilà, il y a une difficulté dans la chaîne procréative. Vous dites, est-ce que je vais pouvoir donner un enfant à ma femme? Mais c'est pas parce que il y a un spermogramme qui est pas très bon qu'il y aura pas de filiation. On n'en est pas là, en fait. Et pourtant, cette question, elle vient tout de suite. Ce que vous dites, là, Nathalie, aussi de la chaîne des générations, qui est là tout de suite. Et puis, du coup, là aussi, vous amenez et ma femme. Qu'est-ce que je lui fais? Enfin, je suis notre couple, je suis là pour lui donner un enfant. Et c'est assez beau quand vous dites ça, parce que finalement, c'est quand même ça qui est dans la tête de beaucoup de gens, hommes et femmes. Or, c'est un couple qui fait un enfant. Bien sûr. Je vois Jean-François qui acquiesce vos propos. Anne, ça vous parle, hein, Énormément. Je me retrouve beaucoup dans ce qu'il a dit. Ouais. C'est vrai que le principe de ne pas pouvoir donner un enfant à sa femme, c'est la première chose qu'on pense. Oui. Moi, ma femme n'est pas infirmière, donc nous, on comprenait ni l'un ni l'autre les propos. On a reçu l'enveloppe, de la même façon, on a ouvert, on a vu des chiffres partout, et des chiffres à chaque fois en dessous des seuils. D'accord. Donc, on se sent en dessous de tout? Un peu, un peu. Et après, on a eu en plus la mauvaise idée d'aller voir sur Internet. Ah, oui. Voilà. Et donc, vous êtes... Oui, donc, alors là, pendant 15 jours après... Fait, comme pour Nicolas, beaucoup de mois d'essais qui ont été infructueux. Un an et demi d'essais infructueux. On va voir la gynécologue qui nous fait faire le spermogramme. Et vous recevez la même enveloppe? On reçoit la même enveloppe. Et vous allez sur Internet? On va sur Internet, je ne le conseille pas, honnêtement ça ne sert pas à grand chose. Il vaut mieux attendre l'avis du spécialiste. Bien sûr. Mais pendant 15 jours qu'on attend d'aller voir le spécialiste, on est allé voir sur Internet, on a vu les résultats et on ne comprend pas, on se dit pourquoi. Enfin, j'avais 26 ans, j'ai jamais fumé de ma vie, j'ai jamais bu ou occasion, on a une vie saine, on a une bonne situation. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Il y a un sentiment d'injustice, finalement. Oui, clairement, oui. On se dit... Et ce qui est assez surprenant, enfin vous, en tout cas, ce qui vous a surpris dans ce parcours, c'est qu'après les résultats, on a tout de suite proposé une prise en charge, mais à votre femme. Oui, c'est ça. Enfin, ce qui me paraissait
logique au début, moi, c'était le problème venant de moi. C'est moi qu'on va traiter, entre guillemets. C'est vous qui allez voir le docteur et pas madame. C'est ça. Donc on va voir la gynéco, elle nous dit... elle a un peu minimisé en disant que, certes, ils étaient un peu feignants, ils étaient... Voilà, ce genre de choses, mais à contrario, il y en avait beaucoup. Donc, ça devrait aller, on va faire des traitements. Elle préconise des traitements, mais les traitements à madame. Ouais. C'est-à-dire des piqûres, j'imagine. Au début, des cachets à prendre, ce genre de choses. Mais des choses assez invasives, hein, quand même. Hein. C'est au quotidien, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours. Et on va faire ce soir. Donc, on le fait parce qu'il faut le faire. Et vous l'avez fait pendant un an. Hein. On a fait ça pendant un an. La gynécologue, au bout d'un an, vous a dit bon, allez voir un spécialiste de l'AMP, donc de l'assistance médicale à la procréation. Et là, on vous a parlé d'insémination, c'est ça? Là, on nous a parlé d'insémination. On nous a dit concrètement que ce qu'on avait fait pendant un an, c'était pas vraiment utile parce que le problème venant de moi, ainsi de suite, la simple aide par prise de cachet. Elle ne va pas servir à grand-chose. De stimulation, ça servait pour madame, mais pas pour vous. La stimulation ovarienne ne servira à rien. Bon. Donc on a perdu un an. Et la culpabilité, j'imagine, pour vous qui va avec, que votre femme a eu ces traitements. Encore plus. Ouais. Là, on nous parle d'insémination. Là, par contre, on nous explique bien ce à quoi ça va retourner derrière, ainsi de suite. Mais pareil, l'insémination vaut des piqûres à faire tous les jours pendant un certain temps. Et c'est compliqué parce qu'encore une fois, c'est madame qui subit tout ça. Ouais. Et vous, finalement... Mais nous, on est présents de la même façon au quotidien, tous les jours, dans les examens, dans les résultats, et ainsi de suite. Mais on est passif, on est passif dans les traitements. Et ça marchait, l'insémination? La première insémination, non. Donc un échec de plus, c'est compliqué à vivre, les échecs. Moi, j'essaie, d'être positif pour deux, parce que c'est vrai que, madame, l'échec, c'est très compliqué. Il y en a eu beaucoup d'échecs Depuis maintenant, ça fait 3 ans. Et même si on n'est pas sous traitement, on attend quand même... Chaque mois. Quand les règles arrivent, ça rythme tout ça. Quand il y a un jour de retard, on se dit... pourquoi pas 2 jours, 3 jours, et non. Et hop, on s'écroule à ce moment-là. Donc il faut rebondir, il faut essayer de garder. Mais vous en êtes où, là, dans vos projets? Vous avez décidé de continuer Là, bien sûr, on continue. Vous allez faire d'autres inséminations? On va faire la seconde insémination ce mois-ci. D'accord. On continuera, de toute façon... On ne lâchera pas, ça c'est sûr et certain. On ne lâchera pas et on aura notre enfant, nos enfants, vu qu'on en veut plusieurs de toute façon. Donc, Anne Mortiaux, on a l'impression que quand les couples se lancent dans l'aventure de la procréation médicalement assistée, ils naviguent un petit peu à la petite semaine, sans se rendre compte véritablement de la longueur du parcours. Comment faire? Dans quel état d'esprit? Qu'est-ce qui fait ça? Et ensuite, comment on fait pour rester soudés en couple? Parce que là, on vous dit qu'il faut que je soutienne ma compagne. Mais ce que je vois, c'est que vous-même, c'est pas si évident que ça, quoi. Non, c'est pas évident, mais il faut tenir. Et on tient, parce qu'on s'aime et parce qu'on sait qu'on aura notre enfant. Et voilà. Comment ça vous parle, Nicolas? C'est un vrai échange. C'est une vraie prise de conscience en couple, parce que c'est une vraie aventure, c'est une vraie procréation à deux, c'est un vrai parcours à deux, il y a une vraie assistance familiale du couple, assistance psychologique avec sa femme, et le rôle de l'accompagnant médical est majeur. Pour nous, en tout cas. On a un super gynéco à Marseille, enfin dans un centre, pour ne pas le citer, qui est le centre Roca à Marseille, qui est spécialisé dans la PMA. Et qu'est-ce qu'il avait de particulier? Son rôle, c'était quoi? Une écoute. Et dédramatiser le fait que, c'est pas grave. Alors, à contrario de Jean-François, lui en avait beaucoup, moi j'en avais très peu. Sur 15 millions qu'a un être normal, moi j'en ai 3 000 ou 4 000. Et sur les 4 000, il y en a 2 900 qui servent à rien. Donc il a fallu aller chercher le petit qui sort et qui va bien, qui manque pas 2 têtes ou 3 têtes. C'est-à-dire que c'est les problèmes d'infertilité au masculin, c'est pas toujours les mêmes. Exactement. Ce que vous dites, et je trouve que c'est important, c'est ce que vous avez dit aussi, Jean-François, cette notion de durée. En fait, on est dans quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas par où on va passer, on ne sait pas quelle sera l'issue, malheureusement, on ne sait pas. Et il faut tenir dans cet océan de choses qu'on ne sait pas.
Et tout ça en étant quand même un petit peu attaqué par le fait, ce qu'on disait avant, qu'on vit quelque chose, une épreuve de son identité, de ce que vous avez dit. Voilà. Alors comment on fait pour tenir ensemble dans cet océan d'incertitude avec la culpabilité? Alors ça peut être de l'un, de l'autre. Comment on fait? On communique? Alors effectivement, la communication. Moi, ce que j'entends aussi beaucoup dire, et ça me touche, c'est ce que vous aviez dit aussi, c'est de sentir que on souffre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on se tire tous les deux vers le bas, c'est ce que vous disiez, mais que c'est vrai qu'il faut prendre un peu sur soi, mais en même temps savoir que l'autre partage cette souffrance et du coup pouvoir en parler, être soutenu. Vous disiez de votre gynécologue, alors ça peut être le gynécologue, l'équipe, être soutenu par quelqu'un qui est à la fois réaliste, qui ne va pas vous promettre, on n'est pas dans le pays des bisounours, il ne va pas vous dire dans un mois c'est fini, c'est bon. Ouais. Mais oui, mais il y a des personnes qui pensent que la PMA c'est un mois de traitement et après on part avec un bébé. Voilà, et c'est important, mais en même temps, être réaliste, c'est aussi avoir un regard positif, bienveillant, qui encourage. Et parfois, ça veut dire qu'il faut en parler en couple, parfois on a besoin d'en parler en dehors. Je sais que dans notre équipe, on insiste aussi beaucoup auprès des messieurs pour leur dire que, par exemple, quand les femmes ont les traitements, là, les piqûres ou les d'être un peu peut-être pas forcément des fleurs tous les jours, mais il y a des petits gestes qu'on peut avoir. Mais vous êtes hyper présent, Jean-François. Hein. Alors, je ne sais pas si vous offrez des fleurs, mais en tout cas, vous êtes une fleur à vous tout seul. je sais, j'espère. Oui, je me dis que, pour en revenir au fait que comme les traitements, c'est madame qui les subit, il faut absolument que je sois là tous les jours, à chaque examen qu'elle fait. Pour que ce soit aussi votre traitement, finalement. Voilà, et c'est ça. Pour faire partie intégrante du process. Donc à chaque examen, à chaque échographie, parce que les échographies, on en fait... Des tonnes? Tous les jours? Tous les 2 jours? Tous les jours, elle en fait. Quasiment même tous les 2 jours. À partir de 10 jours de piqûre, il faut faire une écho, revenir le lendemain. Et vous êtes très concernés, hein, messieurs. On sent que ce parcours d'AMP, ça se fait à 2 parce que vous savez exactement à quel jour il faut faire les choses. On connaît par cœur maintenant les cycles, ainsi de suite. Hein. Vous êtes devenus des spécialistes. Alors aujourd'hui, parler de l'infertilité masculine est loin d'être évident, mais au fait, pourquoi la fameuse question du tabou? Eh bien, la réponse en images avec cette enquête de Pauline Merle. C'est un tabou et on a honte, donc on n'en parle pas du tout. On a peur du regard, on a peur de décevoir sa famille, tout simplement. Justement, mon entourage est surpris que j'arrive à en parler aussi facilement. C'est plutôt un truc qu'on va cacher. Pour un homme, c'est quelque chose qui est tabou, qui met en cause un petit peu sa virilité. Et donc, en parler, ça serait pas bon pour lui, tout simplement. C'est le ressenti que j'ai eu, je pense que c'est le ressenti de beaucoup de garçons. La stérilité masculine a toujours été un tabou. Pendant des siècles, en effet, lorsqu'un couple ne parvenait pas à avoir d'enfants, la fertilité de l'homme n'était jamais remise en question en première intention, surtout chez les têtes couronnées. S'il y a un souci, c'est toujours la reine. Et par conséquent, on trouve sous les mérovingiens des reines qui seront répudiées, des concubines qui seront répudiées pour une raison, elles ne donnent pas de descendance et donc elles sont vues comme stériles. Une remise en cause qui reste aujourd'hui encore compliquée pour les hommes. On se dit, oui, est-ce que ça vient de moi? De qui a le problème en fait, mais chacun pense que c'est soi, donc ma femme pense que c'est elle, moi je pense que c'est moi. C'est pour cela qu'au XVIIe siècle, on rivalise d'imagination pour expliquer l'infertilité masculine. D'un côté, c'est le mauvais œil, donc on pense qu'en fait, quelqu'un vous a jeté un sort, et à côté, il y a aussi des prescriptions médicales. Les médecins imaginent que si le sexe de l'homme a une mauvaise orientation, s'il est trop grand ou mal orienté, eh bien, il va donner une semence qui sera perdue. Mais face à l'infertilité masculine, hier comme aujourd'hui, le moment le plus douloureux reste celui de l'annonce. Elle me dit, j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai reçu les examens et c'est toi qui est infertile. Forcément, la terre s'ouvre un peu sous les pieds. On se dit, mince, j'avais des rêves de famille, d'enfants, et peut-être que ça arrivera jamais. Je me souviens très bien d'une image de Domino
avec toutes les images qui tombaient les unes après les autres, les projets d'enfants, tous ces moments de vie de famille qu'on avait prévus et qui peut-être n'arriveraient jamais. C'est la science qui, en 1992, va venir au secours des hommes infertiles grâce à l'ICSI, une technique de fécondation in vitro où il suffit d'un seul spermatozoïde sain pour espérer une grossesse, en l'injectant directement dans l'ovocyte. Cette technique a permis de traiter, on va dire, presque toutes les stérilités masculines, puisqu'il suffit d'un seul spermatozoïde pour obtenir un embryon et une grossesse. Donc c'est une véritable révolution. Avant, les hommes avaient le choix entre les hommes stériles avec une stérilité sévère, avaient le choix entre l'adoption ou le don de spermatozoïdes. Dernière avancée scientifique en date, en cas d'absence totale de spermatozoïdes dans l'éjaculat, on peut aujourd'hui aller en chercher directement dans l'épididyme, principal canal qui transporte le sperme. Ça, c'est vrai que c'est une deuxième révolution, puisque même en l'absence de spermatozoïdes complètement dans le sperme, on a une possibilité d'avoir une grossesse. Moi, j'ai bénéficié d'une ICSI et qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Un bout de chou qui va bientôt avoir 2 ans, qui fait notre bonheur. Pour moi, transmettre les gènes, oui, c'était quelque chose d'important. C'était ça aussi, l'annonce de l'infertilité, de se dire mon rêve s'écroule en disant j'aurais vraiment aimé avoir un enfant qui me ressemble. Moi, la première chose que j'ai pensé, c'était je vais pouvoir être père de mon propre enfant. Parce que le don de spermatozoïdes me posait un problème. Donc c'était simplement ça, c'est que je vais pouvoir avoir un enfant avec mon épouse. Et on les embrasse tous fort d'ailleurs parce que... On les avait reçus. Parce qu'on les aime et on vous aime à chaque fois que vous venez. Et c'était des témoignages très, très beaux qui nous avaient fait sur le plateau des maternelles, c'est papa. Anne Mortireux, est-ce qu'il y a vraiment des cellules d'écoute? Est-ce qu'en France, aujourd'hui, un homme qui voudrait parler dans ces centres dédiés à la procréation médicalement assistée, il va pouvoir trouver une écoute? Alors, je ne sais pas comment ça se passe partout. En tout cas, chez nous, on a un service, enfin, dans le service d'aide médicale à la procréation, on est 2 psychologues présents. Donc, chez vous, c'est à quel endroit? À Cochin, à l'hôpital Cochin. On n'est pas forcément au premier plan. Mais nos numéros de téléphone sont dans les petits livrets qui sont remis. Et je dis ça parce qu'il y a une personne qui m'a dit hier, mais je pensais qu'on allait m'appeler. Et effectivement, non, on n'appelle pas les gens, mais par contre, on est disponible. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes qui appellent spontanément. J'ai reçu un certain nombre d'hommes dans le passé, dont beaucoup venaient parce que leur compagne leur poussaient à aller trouver quelqu'un avec qui parler. Souvent, me dit-on, pour ouvrir un peu, s'ouvrir un peu en disant moi j'arrive à en parler à mes copines, mais lui il n'en parle jamais à personne, il veut à peine en parler à ses parents parce qu'il y a la honte dans la lignée générationnelle par exemple, et donc ça serait bien qu'il en parle. Et puis aussi, et j'entends beaucoup ça pour les messieurs, alors c'est peut-être pas tout à fait politiquement correct, mais l'homme va avoir une attitude scientifique. Mais oui. Voilà, on va lire les résultats là qui sont à peine déchiffrables, comme vous dit Jean-François, mais on va aller sur Internet, on va essayer de comprendre. Et puis du coup, j'entends, soit il se fait pas beaucoup de soucis parce qu'il a confiance dans la science, soit au contraire, j'ai les messieurs qui viennent me voir en me disant mais est-ce que ça va vraiment être des enfants, quoi? Est-ce que parce qu'on a fait une ICSI, voilà, est-ce que je suis vraiment un père? Est-ce que je suis vraiment, est-ce que ces enfants-là vont être comme tous les autres? Exactement. À la sortie de l'école, quand ils seront plus grands, quand ils seront bien là, est-ce que je serai vraiment le père d'un enfant? De ces enfants-là. Voilà. Et c'est une vraie question qui mérite d'être élaborée, parce que c'est quand même un peu embêtant si entre soi et ses enfants on a ce type de question. Devenir père, comment devenir père après un parcours en PMA, pareil. Jean-François, vous, c'est l'aide psychologique, c'est quelque chose que vous avez demandé, quelque chose que vous avez... Quelque chose qu'on nous a proposé. Ah oui. Ouais, là où on est, nous, suivis, donc à Jeanne de Flandre à Lille, quand on a vu la spécialiste, elle nous a directement orientés, elle nous a donné le nom, ainsi de suite, et elle nous a conseillé vraiment fortement recommandé, voilà, de prendre rendez-vous avec le psychologue de couple spécialisé dans la PMA, que l'on va voir justement la semaine prochaine. Ah, oui, c'est le prochain premier rendez-vous. Mais vous avez hâte de pouvoir en parler un peu? Oui.
Vous avez fait une belle répétition déjà avec Anne. Hein. C'est une séance gratuite. C'est offert par les maternelles. Non, mais oui, c'est vrai qu'on on pense clairement que ça peut nous servir, ça peut nous aider à affronter comment mieux réagir à l'échec, comment mieux réagir au quotidien, ce genre de choses. Peut-être être soutenu, vous, qui soutenez aussi votre femme. Exactement. Voilà. Ma femme, elle a assez vite ressenti le besoin d'en parler. Donc elle s'est inscrite sur des groupes sur Facebook, entre femmes qui sont, pas spécialement où c'est l'homme, hein, tout mélangé, les PMA. Et moi, peut-être un peu moins ressenti le besoin d'en parler avec d'autres personnes. Mais ce rendez-vous, je l'attends beaucoup. Vous l'attendez. Donc, non, vraiment. Bon, Nicolas, vous avez eu recours à des FIV ICSI, c'est comme ça qu'on les appelle. Comment vous avez vécu les traitements qui vont avec et surtout votre épouse ? Alors, le traitement est suivant en fait la réaction de l'épouse. Pour pas me tromper, à la fin du cycle, ou au début du cycle de l'épouse, on bloque le cycle et pendant toute la durée du cycle, mon épouse ou les femmes font des piqûres d'hormones. Alors il y a des protocoles courts, il y a des protocoles longs. Le protocole court c'est 15 jours, le protocole long c'est 1 mois. Et après il y a un dosage d'hormones qui monte et qui descend tous les 2 jours ou tous les jours en fonction du grossissement des ovocytes. Des prises de sang, des échographies. Des échographies lourdes puisque le cycle étant bloqué, le ventre gonfle, les hormones travaillent. Et aussi les hormones, donc le mental. Hein, exactement. Vous avez vu ça aussi, des fluctuations, vous Nicolas et vous Jean-François Oui, mais on est plus pris dans le flot de se dire il faut pas bouger, il faut être derrière et on est deux et on avance plutôt que de s'arrêter à un écart de. Et comment vous y êtes parvenu, vous, à vivre ces traitements? On a compris qu'ils étaient extrêmement invasifs, extrêmement lourds. Ça vous a pas séparés? Non, au contraire, pour notre histoire à nous, ça nous a vraiment rapprochés, parce qu'on est obligé, nous, en tant que mari, de s'intéresser à ça. On est obligé de s'intéresser à ça et de partager ça, parce que c'est une création, c'est une vraie histoire, une vraie aventure. Mais en plus, vous nous avez dit que vous n'avez pas culpabilisé, bizarrement, vous. Comment ça se fait? J'ai pas culpabilisé parce que déjà j'ai une épouse formidable et au-delà de ça, elle a su m'apporter une écoute, elle a su apporter à des interrogations médicales une explication beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus simple et comme je disais tout à l'heure, l'écoute du gynéco était facile. Et puis peut-être aussi que vous n'avez pas culpabilisé parce que finalement l'ICSI, vous me l'expliquiez pendant le reportage, la FIV ICSI, on sélectionne les spermatozoïdes pour prendre les meilleurs. Le spermatozoïde. Et en fait, vous, les 2 fois, ça marchait. Alors, vous avez fait 2 fois et 2 fois ça marchait. La première FIV, la toute première FIV qu'on a fait, a fonctionné. Et on a eu notre premier petit garçon qui s'appelle Alessio. Et on est chanceux, on le sait qu'on est hyper chanceux. Et on dit merci tout le temps. La deuxième FIV n'a pas marché. D'accord. On en a fait une l'année dernière, en 2014, au mois de mai dernier. Et après, on a réenchaîné, parce qu'il faut un cycle quand même assez long pour que le corps de la femme se réhabitue à reprendre ses règles normalement. Et là, en octobre, on a refait une fécondation in vitro par ICSI. Et là, ça fonctionnait encore une fois. Donc, vous êtes extrêmement. Ouais, on est content. Félicitations à vous. Joli message positif pour vous, Jean-François, et pour vous qui nous regardez, bien sûr. Anne, alors une question que tout à chacun se pose. Est-ce que garder un esprit positif dans ce sujet qu'est l'infertilité, c'est quand même une donne essentielle? Je crois qu'on est dans le domaine médical devant quelque chose d'extrêmement compliqué, c'est que il y a des statistiques. Sur Internet, vous avez des statistiques qui vous disent vous êtes à 20%, 30%, 50%, mais en général pas plus. Et en même temps, c'est 0 ou 1. C'est-à-dire c'est échec ou réussite. Parfois c'est 2. Il y a des jumeaux. Mais on est donc à la fois ces statistiques qui sont un peu encombrants et qui rendent difficile quand même d'avoir un esprit positif. Et puis le fait, ça va quand même. Il y a des chances que ça marche, sinon on le ferait pas. On ne soumet pas les femmes à toutes ces piqûres, à toutes ces hormones, si on pense qu'il n'y a aucune chance que ça marche. Donc comment rester positif? Comment rester d'une certaine façon, moi j'aime bien le mot réaliste, sans être dans la lucidité froide, quoi. Parce que c'est pas possible, on n'est pas des ordinateurs. Donc je pense que la notion de vivre le présent en accueillant ce qui vient,
en sachant que si on est là-dedans, c'est que ça peut marcher tout à fait, mais pas non plus être dans le coûte que coûte volontariste, j'y tiens, je suis positive, parce que ça c'est épuisant. Et ça marche pas. Ouais, c'est une posture de principe. Exactement. Et du coup, le travail, on oppose parfois inconscient et positif. Science, oui, et moi, je trouve quand même de faire un petit tour, d'essayer de comprendre ce qui est en jeu. Pourquoi c'est si difficile à tel moment? Pourquoi, au contraire, à tel autre moment, finalement, comme disait Nicolas, finalement, on y est allé, il n'y a pas eu de culpabilité, on a pu affronter ça ensemble. C'est intéressant et ça peut nourrir cet esprit positif. Et puis, une dernière chose, moi, ça m'a frappé aussi dans ce que dit Nicolas, c'est que l'infertilité, c'est une question qu'on aborde en couple. En France, en tout cas, ce sont des couples qui sont concernés. Et du coup, la culpabilité, s'il y en a, éventuellement, c'est celle du couple. Mais elle est partagée. Elle est partagée. Partagée. Alors, pour vous accompagner sur ce sujet passionnant, on y serait volontiers resté avec vous, messieurs, dames. Le grand livre de la fertilité. Justement, déjà, pour changer d'état d'esprit et non pas être sur l'infertilité. Donc, effectivement, sous la direction du docteur Lévy Dutel, c'est sorti chez Erol. C'est un très bon livre parce qu'il y a effectivement et l'aspect scientifique, technique, toute la modernité. Vous avez entendu parler de tout ce qui est 3D, qui est un espoir extraordinaire d'un point de vue scientifique, l'ovule en 3D, et aussi comment se faire accompagner. Tous les aspects psychologiques, parce qu'en fait, on a vraiment différentes étapes, différents degrés, et que c'est pas parce qu'on aura consulté une fois que tout sera réglé. Les interrogations, on les a pas forcément en même temps que madame aussi. C'est pour ça que faire un chemin de son côté aussi, de temps en temps, c'est pas mal. Et pour les enfants, quand l'enfant est là, si vous voulez lui raconter cette aventure de la procréation médicalement assistée, dans notre histoire, il y a une graine magique, l'enjeu positif de l'association Maya. Ah, c'est très joli. Merci beaucoup. Nathalie, merci également à vous, Nicolas et Jean-François, pour vos témoignages ce matin. On pense à vous, Jean-François. Donnez-nous de vos nouvelles pour votre parcours. Et puis, on voulait également remercier Amandine Janik d'avoir préparé ce dossier. Et merci également à vous, Anne Mortureux, de nous avoir accompagnés ce matin. Il est